On attend Jean-Jacques qui est aux États-Unis. Jean-Jacques, tu es où, dans quelle ville aux États-Unis? Bonjour à Est-ce que tous, bon tu es, après-midi. tu es dans quelle ville? Voilà, je suis à Washington, D.C. D'accord. Donc, merci, merci, cher ami, cher frère. Et donc, voilà, le principe, c'est que tu as 30 minutes, mais tu as d'abord 15 minutes qui vont expliquer ton parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et après, il y aura une série de questions. Évidemment, le public peut poser des questions par écrit et puis je les reprendrai. Donc, je te laisse la parole alors. Très bien. Merci à tous. Merci Olivier qui était l'intervenant précédent. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Tati et je suis actuellement à Washington, D.C. à l'université. J'enseigne, hein, je suis ce qu'on appelle ici professeur associé à l'université de Howard, qui est reconnue ici comme l'une des, ce qu'on appelle ici les universités historiques. Hein. C'est la principale université historique noire qui a produit un certain nombre d'élites de la communauté nord-américaine aux États-Unis. Et je suis professeur de cinéma et analyse critique de films. C'est ma spécialité en fait. Alors, je suis du Gabon, hein, et moi j'ai fait ma scolarité à Libreville, euh, au lycée national et en bas. J'ai obtenu un bac là-bas en domaine littéraire, ce qu'on appelait à l'époque A2. Et alors, pour commencer, moi, je veux être plutôt honnête. Hein. Moi, je n'ai jamais été vraiment un fan de l'école. Il y avait à peu près deux matières qui m'intéressaient depuis que j'étais élève. C'était l'histoire. Moi, j'ai toujours été un passionné d'histoire parce que j'aimais les histoires. Hein. Donc, la matière histoire et géographie, mais j'avais beaucoup plus un penchant pour l'histoire, me plaisait parce que ça me faisait voyager, je pense, dans mon esprit, découvrir les choses, comprendre. C'était quelque chose pour moi de concret. Le reste des matières, je trouvais toujours ça un petit peu superflu. Je ne comprenais pas très bien, hein, peut-être parce que j'étais jeune aussi, mais ça n'avait pas un impact particulier sur moi. Par contre, l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'émouvait. Et donc, je pense que naturellement, hein, j'ai été plutôt euh, euh, attiré par l'histoire, raconter des histoires, et parce que ça me touchait. Hein. Donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, je me suis tourné vers, je veux dire, une carrière dans les domaines de l'histoire. Le cinéma, quelque part, ça se rapprochait. Hein, il y avait des liens. Mais sinon, donc après, j'ai obtenu mon bac à Libreville et puis je suis parti en Europe, hein, en France, à Paris en particulier, où j'ai commencé par faire. Ma mère voulait que je sois un prof de français parce que j'avais des qualités. Hein. J'aimais bien écrire, hein, j'aimais rédiger. Je pense que ça se rapprochait aussi de la dimension de l'histoire racontée. Donc, les dissertations, la philosophie, c'est des choses que j'aimais bien aussi. Donc, raconter, écrire ces fameux devoirs de 4 heures de temps là. J'aimais bien écrire. Et donc, je suis allé à l'université en France et j'ai commencé par faire un doc de lettres. À l'époque, on appelait ça les docs. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement aujourd'hui. Et je me suis vite rendu compte que, bien qu'on lisait, et moi, j'aimais beaucoup la lecture, mais je me suis rendu compte que la littérature, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis, il y avait quelque part le spectre de devenir professeur de français, ce qui ne m'attirait pas du tout. Et à un moment donné, j'avais cette petite voix dans mon esprit qui me disait que il faut faire du cinéma, raconter des histoires. Et donc, j'ai expliqué après le doc à mes parents que moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt du cinéma dans le domaine de l'audiovisuel, hein, raconter des histoires, le documentaire, etc. Et puis, donc, je me suis inscrit. Après ça, j'ai passé un test à ce qu'on appelait à l'époque le Conservatoire du cinéma français à Paris. Donc, j'ai passé ce test-là, une espèce d'examen, j'ai été reçu et j'ai fait 3 années au Conservatoire du cinéma français à Paris. Et la première section, la première année, c'était une année où c'est une espèce de tronc commun. Hein. On fait un peu de tout. On apprend tout, on essaie de comprendre ce qu'est le métier du cinéma, l'industrie. Hein. On apprend les différents secteurs. Et puis après, la deuxième année, c'est une année un peu de spécialisation, on commence à choisir. Donc, moi, j'avais choisi à l'époque le montage parce que c'est quelque chose qui me mystifiait un petit peu. Je n'arrivais pas à comprendre comment on arrivait à rassembler des images. Quand j'avais
commencé à étudier ce que c'était que le cinéma, exactement. Donc, j'ai fait du montage, on pratiquait, c'est ce que j'avais beaucoup aimé au conservatoire, c'est qu'on mettait la main à la pâte. Et, après, j'ai fait donc ma troisième année d'un peu de spécialisation où j'ai beaucoup travaillé sur les courts-métrages des autres en tant qu'assistant monteur, etc. Et puis, c'était aussi l'année de stage. Il fallait aller dans une entreprise pour voir comment ça se passait là, ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire les différentes étapes une fois qu'on a fini un tournage, le montage et puis le travail sur le mixage, l'étalonnage, etc., jusqu'au produit fini. Ce que j'ai fait au laboratoire de cinéma de Joinville, hein, dans la région parisienne. Et au sortir de là, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que les gens cherchent un boulot hein, dans des compagnies de production, etc. Le challenge du milieu audiovisuel, du cinéma, etc., c'est que c'est très aléatoire. Hein, c'est pas très facile de trouver des ouvertures. Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque, je faisais des petits stages dans des compagnies de production et j'avais été à l'époque embauché dans la boîte de production du défunt réalisateur africain Idrissa Ouedraogo. Et du coup, d'ailleurs, le nom de la boîte de production m'échappe, qui se trouvait à Montreuil. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai travaillé sur la pré-production de certains de ces films. Et en même temps, parallèlement, j'avais une petite idée parce que connaissant un petit peu le milieu hein, du cinéma, les complications et particulièrement le fait qu'en Afrique, dont nous sommes originaires, ce ne sont pas forcément des filières très attractives et établies. Ce que j'avais fait, j'avais décidé de continuer dans le domaine de la cinématographie parce qu'il y avait la possibilité de faire un doctorat en cinéma. Parce que je m'étais dit, à un moment donné, comme ça me plaisait, je m'étais dit que pourquoi pas, je pourrais allier la pratique et en même temps le côté théorique, expliquer, raconter et former des gens. Donc, j'ai continué après le conservatoire, je me suis inscrit à la faculté de cinéma de Paris 1, au Panthéon, Sorbonne. Là, j'ai fait une maîtrise de cinéma, ce qu'on appelle des Master 1, je crois. Et de fil en aiguille, après le Master 1, c'était des périodes de ma vie où je passais ces étapes-là de manière c'était très facile. Je pense que j'étais dans mon élément, donc c'était pas compliqué. Et ça se passait bien, j'avais des bons retours des profs, etc. Et il y a une de mes profs que j'avais rencontrée à cette époque-là, Yvonne Mignot-Lefebvre, qui m'a encouragé à continuer de faire un DEA, donc un diplôme d'études approfondies, avec une spécialité sur ce qu'on appelait le cinéma et les changements sociaux dans les sociétés en voie de développement, ce qui, à mon avis, du coup, correspondait un petit peu aussi à mon profil étant africain et gabonais. Donc, j'ai fait ça et je suis allé au doctorat. C'est elle qui m'encourageait en fait hein, à le faire. Et j'ai eu donc un doctorat en études cinématographiques. Et le sujet de ma thèse, c'était la non-émergence des productions audiovisuelles autonomes en Afrique centrale. Et après, et durant ces années-là, parce que je ne faisais pas que des études, parce qu'il fallait vivre, j'étais, à partir du DEA, j'ai été ce qu'on appelle en France, ce qu'on appelait en France, je ne sais pas si ça existe toujours, à terre. Assistant temporaire d'enseignement et de recherche. Je cherchais à me faire un trou, comme on dit, et pendant les mêmes, donc c'était surtout des corrections de copies d'étudiants qui étaient en licence, etc., dans cette filière-là. Et on avait un petit pécule qu'on nous donnait en fonction de ces tâches-là. Et entre-temps aussi, je suis parti au Gabon quand j'étais en DEA, et j'ai passé à peu près 3-4 mois où j'ai fait une espèce de stage à la radio-télévision gabonaise parce que j'envisageais éventuellement d'y entrer. Hein, ça avait toujours été un petit peu de travailler avec eux, du moins. Ça ne s'est pas concrétisé, c'était toujours un peu compliqué. Les dossiers étaient mis en attente, on faisait des dossiers. Moi, j'avais toujours à l'esprit qu'il fallait quelque part que je fasse un peu un retour à l'envoyeur. Hein. Après mon bac au Gabon, j'avais signé ce qu'on appelle un engagement décennal parce que bon, on avait des bourses quand on était parti. Moi, quand je fais la première année, je n'étais pas boursier. Hein. J'étais aux frais de mes parents.
J'avais cette chance-là. Mais après, on avait la possibilité de soumettre des dossiers pour obtenir des bourses. Et j'avais donc reçu une bourse du gouvernement gabonais. Je l'ai gardée peut-être deux années. Et donc, dans mon esprit, je me disais que c'était normal que quelque part, je, je serve aussi au Gabon. Mais donc, les 3 années, les 3, 4 mois que j'ai passé à Libreville, où j'étais un peu à la recherche d'une opportunité professionnelle dans ce milieu-là, m'avait un petit peu découragé. Euh, J'avais l'impression que ça n'avançait pas, on me donnait des réponses qui n'étaient pas toujours claires. Je connaissais d'autres euh, personnes qui étaient à Libreville et qui essayaient également de faire leur trou, qui me racontaient des histoires qui étaient assez incroyables. Ils étaient là depuis 1 an, 2 ans. Ils travaillaient, c'est-à-dire qu'ils y allaient tous les matins, mais ils n'étaient pas payés. Donc, ça m'a un petit peu refroidi. Je ne sais pas si c'est peut-être la mentalité d'avoir vécu longtemps en France où les choses sont un peu différentes en termes d'organisation. Je me suis dit, je ne veux pas continuer comme ça. Je suis remonté donc en France et je continue à faire le travail en Angleterre. Et en même temps, je participais pour la préparation de mon doctorat. Je l'écrivais à cette époque-là, je rédigeais ma thèse. Je faisais des tournées dans les différents euh, festivals de films, etc., pour rencontrer des professionnels, voir les films parce que c'est ce que j'aimais. Il n'y avait rien de plus stimulant pour moi et passionnant que d'être assis et de regarder des films dans les salles de cinéma. J'apprenais beaucoup. Hein. Moi, le cinéma et le documentaire, la littérature, lire, etc., j'étais un avid lecteur, m'ont beaucoup formé au niveau de l'esprit. Et lors d'un festival, le Festival du cinéma africain à Milan, en Italie, et je faisais des interventions. J'avais fait une présentation autour d'un film de Ousmane Sembène. Euh, j'ai oublié le titre du film. Et dans l'assistance, il y avait des professeurs d'universités diverses, venus de différents horizons, notamment des États-Unis, Howard University. Et c'est comme ça que j'ai été, après ma présentation, j'ai été approché par Mbaye Cham, qui est un professeur au département d'études africaines à Howard University, et qui m'a dit, comme ça, ah, mais franchement, Jean-Jacques Tati, moi j'ai beaucoup aimé cette présentation, etc. Est-ce qu'on pourrait changer nos coordonnées, nos contacts, etc. Ce que j'ai fait. Et c'est des fois drôle comment la vie peut mettre les choses en place. Juste après cette rencontre, dans le cadre de mes recherches, je travaillais sur un cinéaste éthiopien qui s'appelle Haile Gerima, qui est ici, à Washington DC, et qui est prof de cinéma à l'université de Howard, au département d'études de cinéma. Et je faisais, dans le cadre de ma recherche, de ma thèse, je faisais référence à son œuvre cinématographique. Et j'avais pensé à faire un déplacement sur place pour le rencontrer, pour faire une interview de lui dans le cadre de cette thèse que j'écrivais. Et donc, je suis venu à Washington, D.C., où je re-rencontre, quand je rencontre Haile Gerima, il me demande du coup, est-ce que je connais Mbaye Cham? Je dis, ah oui, en effet, je l'ai rencontré à Milan. Il me dit, oui, parce qu'il m'a parlé de toi. Donc, c'est comme ça un petit peu de fil en aiguille que je commence à avoir ce contact avec Howard ici, et il me propose, lors de ce voyage que je fais pour interviewer Haile Gerima, il me propose de venir si c'était possible que je vienne, en tant que visiting professor, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et j'ai dit, oui, bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais le seul WAC, ça allait plus ou moins être à mes frais. Parce qu'il voulait faire ça au niveau départemental, mais pas au niveau universitaire. Donc, j'ai réussi à m'organiser et puis à repartir aux États-Unis et faire ça a duré à peu près un mois, où j'ai présenté sur des films, j'ai parlé de films africains en particulier, parce que c'est un petit peu vers quoi je m'orientais. Bien qu'au départ, hein, quand tu rentres en fac de cinéma, etc., tu apprends tout. Et moi, j'ai une idée assez précise du cinéma européen, le cinéma américain, bien entendu, qui est énorme, le cinéma asiatique, dont je suis un passionné. C'est d'ailleurs un film japonais de Akira Kurosawa qui s'appelle Kagemusha, qui
à mon avis, a vraiment solidifié dans mon esprit le fait que le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui allait compter dans ma vie. Et après, ce mois où j'ai passé ici en tant que visiting professor, bien que je n'étais pas encore docteur en cinéma, hein, je n'avais pas encore obtenu mon doctorat, je suis revenu en France et j'ai reçu quelque temps après une offre, une proposition de venir, je ne sais pas si on dirait à l'essai, mais de venir en tant que en visiting un peu plus prolongé, parce qu'il y avait un prof du département de cinéma à Harvard qui partait en sabbatique, en année sabbatique. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'université d'Harvard. En fait, j'ai bien compris après que c'était un petit peu le chemin qui m'a emmené. C'est un peu quand on fait une interview et on fait une deuxième interview. Et, je pense qu'ils avaient bien apprécié les retours, etc. Et puis, quelque part, mes performances. Et à la même période, j'avais j'avais postulé pendant que j'étais ce mois-là aux États-Unis. J'avais des amis qui m'avaient postulé et qui m'avaient recommandé de postuler à d'autres universités pour élargir un petit peu le champ des possibles. Et j'avais reçu également un retour de l'université de Georgetown, qui est ici à Washington également. Et à la même période, donc, les choses sont un peu précisées avec Howard University, qui m'ont fait du coup une proposition donc, en tant que visiting. Et il s'est posé à un moment donné une question un peu de choix, qui était, il y a Georgetown qui est là, qui est une université probablement un peu plus prestigieuse, parce que ce n'est pas une université en fait noire, je pense qu'elle est un peu plus ouverte, c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis les universités historiques, mais elle est plutôt une université historique blanche. Forcément, il y a plus de moyens. Et alors là, il y a une petite anecdote qui est assez drôle, c'est que j'ai fait un choix qui était plutôt un choix du cœur. La proposition de Georgetown était probablement plus alléchante, mais j'avais décidé de choisir Howard parce que j'avais le sentiment que j'avais l'opportunité de contribuer à la formation, à l'ouverture d'esprit de jeunes américains noirs dont les origines remontent à l'Afrique, et puis qui, eux, avaient à l'université de Howard une particularité, c'est qu'il y a un curricula qui est très orienté sur tout ce qui est l'authenticité et l'Afrique. Donc, je pensais que là, il y avait davantage d'affinité, si je puis dire. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en tant que professeur de cinéma et d'histoire du cinéma à l'université de Harvard. Et dans le même temps, j'ai continué à faire des projets personnels au niveau de la réalisation de la production, mais plutôt dans le domaine du documentaire, des cours documentaires. Et actuellement, par exemple, j'ai découvert autre chose de très intéressant qui est l'environnement. Je travaille beaucoup avec l'Université du Michigan, qui est à Ann Arbor, à Détroit, qui m'avaient sollicité. Ils sont venus de nulle part il y a quelques années. Et je pense qu'ici sur Internet, on peut faire de la recherche et peut trouver des gens qui ont un profil qui vous intéresse pour certaines tâches ou certaines missions. Et ils m'ont sollicité il y a 5 ans maintenant pour travailler sur les domaines des énergies renouvelables en Afrique. Et donc, je suis parti avec eux il y a quelques années au Gabon, parce que c'était l'un des pays qu'ils avaient choisi, où je faisais ce qu'on appelle ici cross-cultural management. Comme je connais le pays, et je connais le monde universitaire américain, ils m'avaient sollicité pour travailler avec eux, et j'ai réalisé un petit documentaire qui est le prélude d'un projet beaucoup plus important sur les énergies renouvelables en Afrique, et particulièrement au Gabon. Et moi, il y a un volet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne, c'est tout ce qui est le traitement des ordures. Il y a énormément de choses à faire là-dessus dans nos pays en voie de développement. Donc, voilà un petit peu rapidement, j'ai essayé de brosser un petit peu mon parcours et ma formation. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails, parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps. Voilà, donc, j'ai fait des ellipses. D'accord. OK, Jean-Jacques, merci. Je t'en prie.
qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommanderais à des étudiants qui veulent faire cinématographie? Parce que tout le monde veut être acteur de cinéma, mais c'est pas forcément ça. Qu'est-ce que tu recommanderais? Quel est le parcours? Parce que bon, toi, tu es aux États-Unis, donc tu connais les deux mondes, c'est-à-dire la France, les États-Unis. Si quelqu'un veut faire de la cinématographie, quel conseil tu peux lui donner? Très bien. Alors, euh, il y a une chose qui est importante, déjà. Je sais qu'il y a le mythe de Hollywood, par exemple. Mais au mythe de Hollywood, moi, j'aime. Alors, il y a le week-end dernier, j'étais à New York pour euh, le festival du film africain de New York, organisé par le Lincoln Center. Et j'ai rencontré pas mal de réalisateurs africains, de la diaspora également, là-bas. Alors, il y a une chose qui est importante, déjà, que je voudrais signaler. Je pense qu'il y a une question, quand tu viens d'Afrique et que tu veux faire du cinéma, des fois, pour de nombreuses personnes, la personne moyenne, ça peut paraître un petit peu farfelu. Parce que l'image qu'on peut avoir du cinéma, c'est du divertissement. Alors qu'il y a vraiment, j'ai découvert ça en fait ici à posteriori, l'importance de ce qu'on appelle la représentation. Je pense que le continent a été enfermé dans une image et qu'on n'a pas contrôlé notre image. Et le cinéma, ça sert à ça aussi, quelque part, raconter des histoires, c'est-à-dire euh, euh, prendre en main son propre patrimoine historique à travers les médias. C'est très puissant, c'est très important. Et il y a quelque chose qu'on appelle le soft power. Hollywood est proponent de ça, c'est-à-dire que le fait que nous avons tous été abreuvés quelque part aux images de la guerre des étoiles, les westerns, etc., ça forme une mythologie. Et nous, on a l'inverse de cette mythologie-là. C'est la mythologie du continent chaotique, où rien ne se passe bien, toutes les difficultés que nous pouvons avoir et qui sont souvent magnifiées par les médias principaux. C'est là où le cinéma, c'est important. Et les documentaires, c'est-à-dire se raconter par soi-même. Alors, le conseil que moi je donnerais, j'avais préparé un petit keynote là que je pensais pouvoir partager avec les étudiants rapidement à un moment donné. Peut-être que je vais faire ça pour ma conclusion. C'est très bref. C'est de comprendre que il n'y a pas que par les écoles de cinéma qu'on peut arriver à raconter des histoires. Et moi, je vais dire quelque chose de très important, je pense que j'ai appris à mes propres dépens, c'est qu'on perd souvent beaucoup, et que même certains réalisateurs m'ont dit, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer des réalisateurs qui sont établis, et qui m'ont dit, en fait, les écoles de cinéma, c'est un peu une perte de temps. Ce qu'il faut faire, c'est travailler dans les productions, c'est-à-dire arriver à être stagiaire sur le tournage d'un film. Et là, tu vois comment ça se passe. Le côté école de cinéma, ça peut être un peu, si tu veux, pour ouvrir ton esprit. C'est-à-dire que là, c'est un peu livresque. Tu as l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent t'ouvrir des portes sur des réalisateurs de films, etc., t'orienter sur des lectures pour que tu étoffes un petit peu ton univers. Parce que c'est ça aussi, il faut emprunter des modes de langage, connaître Martin Scorsese, connaître Akira Kurosawa, Paul Schrader, dans certains peut connaître. Tu vois, c'est là où l'université ou les écoles, c'est important. Mais en termes d'exécution, de travail, de connaître, il faut arriver à utiliser le matériel. Alors, ce qui est formidable aujourd'hui, contrairement un peu à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, l'accès au matériel pour faire des projets, c'est réellement démocratisé. Avec un téléphone portable, aujourd'hui, on peut tourner un film ou un documentaire. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est important. Si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là, c'est déjà d'y aller. Il faut prendre la caméra, prendre un papier, ébaucher un scénario et puis tourner. Et après, découvrir, regarder beaucoup de films. C'est comme quand on veut devenir écrivain, il faut lire, il faut beaucoup lire. Moi, je connais un petit peu Alain Mabankou, c'est ce qu'il me dit quand je lui parle des questions, l'écrivain congolais très, très populaire aujourd'hui qui marche très bien. Il m'a dit il faut lire. Et je pense que le pendant est le même pour le cinéma. Il faut regarder beaucoup de films. Et puis, si on est passionné, si on aime ça, prendre son téléphone
ou prendre sa caméra vidéo qui aujourd'hui peut s'acheter à moindre coût qu'à une certaine époque, et puis aller tourner son petit film, et puis utiliser son ordinateur pour faire, il y a iMovie, il y a plein de software aujourd'hui qui permettent de faire un montage. Voilà, c'est mettre la main à la pâte, en fait, c'est ça. Et puis après, ben, diffuser son travail, s'inscrire dans des festivals, si on peut. Il y a des festivals de films vidéo, il y a des festivals de documentaires, il y a des festivals de courts-métrages. Et c'est comme ça que de fil en aiguille on se fait remarquer, hein, éventuellement. Ou alors le poster en ligne sur YouTube, par exemple. Donc, il y a beaucoup de supports aujourd'hui qui peuvent permettre l'éclosion et l'épanouissement de jeunes qui ont vraiment une volonté de raconter leur continent, leur pays, leur histoire, de porter leur voix. Voilà. Mais Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais comment entrer dans des productions quand on sait le peu de… Parce que moi, je vois, il y a très peu de productions. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a quand même, ça démarre, il y a beaucoup de productions télé. Mais ce n'est Ouais. pas aussi évident que ça d'être… Il y en a beaucoup qui galèrent et qui abandonnent. Et ce n'est pas la même chose que quand on est aux États-Unis ou en France et qu'on peut rentrer dans les productions. Euh, C'est vrai, mais alors, on a jusqu'à preuve du contraire, on a quand même des stations de télévision. Ça peut être déjà une opportunité. C'est-à-dire, il n'y a pas un désert. Il existe quand même des structures, tu vois. Donc, aller demander un stage, si tu es à Abidjan, à la radio-télévision ivoirienne, est-ce que tu vois ce que je veux dire? oui, Et puis, tu vois, pénétrer un petit peu, en guillemets, le milieu. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a aujourd'hui ouvert un centre de formation à Dakar qui s'appelle le centre Yenanga, ce réalisateur sénégalais Alain Gomis, oui. où les jeunes vont et ils apprennent, hein, à travailler en vidéo, à faire du montage, etc. En fait, c'est de là que tout part. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on change un petit peu notre vision de comment être formé dans certains domaines. Il faudrait forcément que le mythe de l'Occident en tant que source de formation dans ces domaines-là, euh, ça me nuise. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que Parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de voyager en Occident pour rentrer dans une école de cinéma ou bien pour apprendre le cinéma. Je pense qu'il faudrait commencer à le faire davantage sur place en utilisant, par exemple, la télévision. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que Howard propose pour nous, Africains? Parce que vous êtes une université noire. Vous avez des programmes pour les Africains noirs? Est-ce qu'il y a des Non, facilités pour enfin, entrer à Howard? il y a pas de programme pour les Africains noirs en particulier. Alors, la particularité de Harvard, ce qui est très… Leur mission, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup attiré quand j'avais ce choix entre Georgetown ou Harvard, c'est… Harvard, c'est vraiment particulier dans le sens où tu peux probablement trouver toute forme ou tout individu noir de la planète à Howard University. Ceux qui viennent des Caraïbes, ceux qui viennent des pays francophones, ceux qui viennent des pays anglophones. Récemment, l'université a signé un contrat avec l'Angola. Donc, il y a un gros contingent d'Africains lusophones. Il y a des Sud-Africains, il y a des Brésiliens, il y a des Colombiens. C'est vraiment hallucinant. Donc, il y a la place pour tout le monde. Il y a les Ghanéens, les Nigérians, en effet, etc. Il y a de tout. Et c'est un endroit qui est assez impressionnant. Mais ça, Donc, en termes de propositions pour les Noirs africains spécifiquement, je ne dirais pas En fait, il y a tout. Il y a énormément de Noirs africains, en particulier anglophones, hein, le Ghana, le Nigeria, le Botswana, le Kenya, qui sont à Howard University, oui. mais et ça coûte cher parce que ça m'a l'air d'être un peu… Howard, c'est quand même… C'est pas donné. Hein. D'une manière générale, les universités américaines, le système universitaire américain, il faut le dire, hein, clairement, c'est du business. Hein. Voilà, c'est pas donné, non. Bon, Jean-Jacques, je suis désolé, mais en fait, on a déjà atteint le temps quota de 30 minutes. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour les motiver? Alors, C'est je dis, des jeunes qui sont en première et en terminale. d'accord.
je vais faire ce que je disais. Est-ce que si j'ai la possibilité de partager mon écran, j'y avais pensé un peu parce qu'en fait, ce genre d'exercice, je l'ai déjà fait ici une fois, en fait 2 fois même. Et j'ai ce petit PowerPoint que je peux présenter rapidement qui sera un peu dans le domaine de ce que disait la réponse, si tu veux. D'accord. OK. Si tu me donnes la possibilité de le faire. Oui, je vais essayer. Et sinon, c'est pas grave, je vais le lire, je peux lire un peu ce que j'ai à dire là-dessus, tu vois, sur comment Attends, tu motiver dois les jeunes. partager. OK. Les Donc, autres. attends. Ouais, normalement, tu dois avoir la possibilité de partager là. OK. Tac, très bien. Super. Vous voyez mon écran? Oui, 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 on le voit très bien. Voilà, très bien. Ça, je commence toujours par ça. C'est une bonne phrase de motivation. Je ne sais pas si je l'ai traduite de l'anglais. Hein. C'est Nelson Mandela qui avait dit que tout est impossible jusqu'au moment où ça se réalise. En fait, ça, c'est déjà la notion de s'accrocher à ses rêves. C'est-à-dire, l'accomplissement, ça passe d'abord à avoir identifié ce qu'on veut faire. Ça, c'est le plus important. Que ce soit moi ou même Nati, qui a parlé un petit peu avant, parce que je connais Nathanaël, on a des fois, quand on est étudiant, on est un petit peu dans le brouillard hein, de la filière qu'on voudrait, à laquelle on voudrait se consacrer. Donc, la première chose, souvent, je dis, c'est identifier ce qu'on voudrait faire, non, avoir, si tu veux, une cible. Tu vois? Donc, Oui. et ne pas arrêter. Il faut croire en soi et rêver. Il faut s'accrocher. Quand on a identifié ce qu'on veut faire, avoir une vision, être passionné par ce qu'on a envie de faire. Et ne pas écouter les détracteurs. Par exemple, moi, je sais qu'on m'a souvent dit le cinéma, ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour les pays occidentaux. On n'a pas ce luxe-là. Tu vois? Aujourd'hui, j'enseigne dans une université plutôt réputée, tu vois, et dans le domaine du cinéma. Et puis, souvent, travailler, c'est les gens qui ont du succès, ce ne sont pas forcément des gens qui se disent je suis en train de travailler. Ça, c'est Malcolm Gladwell. C'est un écrivain, un auteur canadien qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Outliers, ou en français, l'histoire du succès. Et il a fait une recherche où il avait constaté que tous les gens qui ont beaucoup de succès, qui ont réussi au niveau planétaire, tu vois, ici, tu as par exemple, ils reconnaîtront, hein, il y a Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, et même si je réduis au niveau africain, par exemple, tu as Didier Drogba, c'est Maître Gibbs ou quoi, et puis ça c'est la judoka Clarisse Agbenienou, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, si on se pose la question? Excusez-moi, c'est un peu le professeur en moi qui sort là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens? Alors, Malcolm Gladwell disait, les gens qui ont beaucoup de succès, quand il a fait ses recherches, il avait des datas qu'il a utilisées, il s'est rendu compte que tous les gens qui ont eu des énormes succès, ce sont des gens qui ont longtemps travaillé à leur art sans le savoir. Pourquoi? Parce que c'était leur passion. Didier Drogba a passé des heures sur un terrain de football. Matt Gims a galéré, il a passé des heures à écrire des textes, à chanter, à répéter et à avoir un rêve dans sa tête, dans son esprit. Pareillement pour la judokate, ou bien pour Zuckerberg ou Steve Jobs. C'est-à-dire, en fait, tu travailles, mais tu ne te rends pas que tu es en train de travailler parce que tu es passionné. Tu comprends? Et ça, c'est donc cette composante-là qui est très importante. Identifier quelque chose qui vous émeut. Et à partir de là, forcément, il y a quelque chose va se passer parce qu'on aura consacré son temps à s'acharner dessus sans s'en rendre compte. Dans le livre, il cite beaucoup les Beatles, c'était la même chose. C'est des gens qui répétaient ensemble, mais ils aimaient ça. Ils passaient des heures, ils ne se rendaient pas compte. Oh tiens, j'ai commencé à 9h, il est 23h. Parce que tu es dedans. Et ça n'arrive que si on est passionné par quelque chose. Sinon, le reste, on va se dire, oh, je suis en train de travailler. Excusez-moi, c'est chiant. Parce que probablement, ce n'est pas ce qui te convient. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, en fait, pour résumer, ce serait identifier quelque chose qui vous passionne et y aller à fond. Et avoir un terminus. C'est là que je vais arriver. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai show. Donc, je t'en prie. Merci. Merci. J'espère que ça a du sens. Hein. J'espère que moi, ça a du sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va essayer de partager ces vidéos aux jeunes et puis qu'ils puissent en profiter. On a encore une session demain avec j'ai 4 autres personnes que je dois avoir demain. Et puis, ce sera terminé pour cette année. Mais merci, merci à toi. Je Et t'en puis, prie. bon, Et je suis disposé. Hein, si tu veux faire un follow-up ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci. d'accord, ah, super. Écoute, moi, je vais donc terminer ça. Mais on va peut-être rester. On se reconnecte. Donne-moi 5 minutes et puis on se reconnecte, s'il te plaît. Hein, je t'envoie un lien et Moi? puis, oui, toi, Ok, Jean-Jacques. Hein, d'accord. Parce d'accord. que, Et là, j'ai l'emploi de temps qui est un peu chargé, mais je vais attendre 5 minutes, il n'y a pas de souci. d'accord, ok, je le fais vite. Merci beaucoup Ok, à tous. Hein, je et t'en prie. puis, à tout de suite. Merci. Ciao. Merci Ciao. à tous et merci pour les témoignages et le partage des expériences. D'accord. Quitte la réunion. OK.